Bonjour, alors bienvenue pour ce réveil poétique. Ce matin, en fait, je suis toute seule parce que ma comparse Nono est malade. Donc voilà, donc ça va être un exercice un peu différent d'habitude. J'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, j'ai choisi pas mal de petits poèmes pour ce vendredi matin hivernal. Voilà, j'essaierai de prendre ma respiration entre les différentes lectures. Et merci d'être là. Donc je vais commencer par un petit poème de Boris Vian. Qui est extrait donc de son recueil Je voudrais pas crever, qui m'a amusée parce que voilà, ça parle des poètes. Et ça s'intitule Si les poètes étaient moins bêtes. Si les poètes étaient moins bêtes, et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient tout le monde heureux. Pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires, ils construiraient des maisons jaunes avec de grands jardins devant, et des arbres pleins d'oiseaux, de mirliflutes et de liseaux, des maisons grès des feux vertes, des plumuches, des picassiettes, et des petits corbeaux tout rouges, qui dirait la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau, avec des lumières dedans. Il y aurait 200 poissons, depuis le crousque au ramusson, de la libelle au pépamule, de l'orphie au raracurule, et de la voile au canisson. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait, et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers de forme encore jamais vue, avec des bois veinés de mauve, lisses comme elles sous les doigts. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer, au lieu de se mettre à travailler. Et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort. Ravis d'avoir tellement souffert, on leur donne des grands discours, et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux. Voilà, donc c'était pour ouvrir ce petit réveil poétique avec un peu d'humour. Maintenant, je vais vous lire un poème de Rupicor. On avait déjà lu pas mal de poèmes de son premier recueil Lait et miel. Et là, c'est un autre recueil de poésie qui s'appelle Le soleil et ses fleurs. Voilà, c'est toujours un petit peu le même principe, hein, c'est toujours des histoires un peu de résilience, mais c'est toujours assez touchant. Et celui-ci m'a quand même pas mal amusée. Il s'intitule « À quoi ressemble l'amour ?» C'est une question que nous sommes nombreuses parfois à nous poser, donc j'espère que ça vous parlera. « À quoi ressemble l'amour ?» demande la thérapeute une semaine après la rupture. Et je ne sais pas très bien comment répondre à la question, si ce n'est que je pensais que l'amour te ressemblait tellement. C'est quand il m'a frappée et que j'ai réalisé combien j'avais été naïve d'investir une si belle idée sur l'image d'une personne, comme si n'importe qui sur cette terre entière pouvait englober tout l'amour représenté, comme si cette émotion qui fait frissonner 7 milliards de gens ressemblait à un gars de 1,80 m à la peau brune qui aime manger des pizzas surgelées au petit déjeuner. « À quoi ressemble l'amour ?» demande à nouveau la thérapeute, cette fois en interrompant mes pensées au beau milieu d'une phrase. À cet instant, je m'apprête à me lever et à me diriger tout droit vers la porte, sauf que j'ai déboursé beaucoup trop d'argent pour cette heure. Alors je plante mes yeux dans les siens, de la manière dont vous regardez quelqu'un quand vous êtes sur le point de lui donner crédit, lèvres serrées à mort avant de vous lancer dans la parole, yeux sondant les profondeurs des siens, à la recherche de tous les points faibles. Ils se sont cachés quelque part, cheveux ramenés derrière l'oreille. Comme si vous deviez vous préparer physiquement à une discussion sur les philosophies, ou plutôt les déceptions de ce à quoi ressemble l'amour. En fait, je lui dis, je ne pense pas que l'amour soit encore lui. Si l'amour était lui, il serait là, n'est-ce pas? S'il était le bon, ne serait-il pas assis en face de moi? Je ne pense pas que l'amour soit encore lui. Je répète, je pense que je voulais simplement quelque chose que je croyais plus grand que moi. Et quand j'ai vu quelqu'un susceptible de convenir, j'ai eu la ferme intention de faire de lui mon double. Et je me suis perdue pour lui. Il a pris, m'a enveloppée dans le mot exquise, jusqu'à ce que je sois totalement convaincue que ses yeux étaient faits uniquement pour me voir, ses mains pour me sentir, son corps pour être contre le mien. Oh, comme il m'a vidée. Comment vous sentez-vous? Interrompt la thérapeute. En fait, je lui dis, je me sens comme une merde. Peut-être en avons-nous tous une idée fausse. Nous pensons qu'il est à chercher à l'extérieur, qu'il doit nous percuter lorsque nous sortons de l'ascenseur, ou qu'il doit se glisser là où nous sommes assis, dans un café quelque part, apparaître au bout d'une allée dans une librairie, avoir l'air suffisamment sexy et intellectuel à la fois. Mais je pense que l'amour commence ici. Tout le reste n'est que désir et projection. De tous nos besoins, envies et fantasmes. Mais ces choses extérieures ne nous combleront jamais si nous ne nous tournons pas vers l'intérieur pour apprendre à nous aimer nous-mêmes, pour pouvoir aimer les autres. L'amour ne ressemble pas à une personne. L'amour est nos actions. L'amour, c'est donner tout ce que nous pouvons, même si c'est seulement la plus grosse part de gâteau. L'amour est compréhension. Nous avons le pouvoir de nous blesser mutuellement, mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour surtout ne pas le faire. L'amour, c'est arriver à comprendre toute la douceur que nous méritons.
Et quand quelqu'un se présente, c'est dire qu'il va te la donner comme toi tu la lui donnes. Mais ses actions semblent te casser, au lieu de te construire. L'amour, c'est savoir qui choisir. À quoi ressemble l'amour? Voilà, je vais boire un petit coup. Parce que normalement, il y a Noémie qui lit un poème à chaque fois après moi. Et là, du coup, je vais enchaîner un petit peu. En tout cas, ça me fait trop plaisir de voir des petits noms connus ce matin. Je me sens beaucoup moins seule parce que c'est pas évident de parler toute seule face à une caméra. Mais le fait d'avoir des petits noms aimés et des petits coucous, ça fait trop plaisir. Voilà, alors maintenant, je vais vous lire un petit poème de Leonard Cohen. J'aime beaucoup aussi Leonard Cohen. On a un recueil de poésie et de chansons à la bibliothèque. Voilà, donc c'est un poème qui s'intitule « Voyager léger ». Je voyage léger. C'est au revoir, mon étoile déchue, jadis si lumineuse. Je suis en retard. Ils vont fermer le bar. Jadis, j'assurais à la guitare. J'imagine que je suis juste quelqu'un qui a renoncé au moi et toi. Je ne suis pas le seul. J'en ai rencontré quelques-uns qui voyageaient léger, comme on le faisait jadis. Bonne nuit, mon étoile déchue. J'imagine que tu as raison. Tu as toujours raison. Je sais que tu as raison à propos du blues. Tu vis une vie que tu n'aurais jamais choisie. Je ne suis qu'un idiot, un rêveur qui a oublié de rêver au moi et toi. Je ne suis pas le seul. J'en ai rencontré quelques-uns qui voyageaient léger, comme on le faisait jadis. Je voyage léger. C'est au revoir, mon étoile déchue, jadis si lumineuse. Je suis en retard, ils vont fermer le bar. Jadis, j'assurais à la guitare. J'imagine que je suis juste quelqu'un qui a renoncé au moi et toi. Je ne suis pas seul. J'en ai rencontré quelques-uns qui voyageaient léger, comme on le faisait jadis. Mais si la route ramène à toi, dois-je oublier les choses que je savais quand j'étais amie, avec un ou deux, qui voyageaient léger, comme on le faisait jadis? Je voyage léger. Voilà un petit poème d'errance, même si pour le moment, on est plutôt dans une période de reconfinement et qu'on n'a pas dans une période où on peut beaucoup écouter des concerts dans les bars. Mais voilà. Alors maintenant, je vais vous lire un extrait en fait du dernier livre d'Édouard Louis qui s'intitule « Changer méthode ». Je viens de le terminer et bon, comme à chaque fois, ça m'a énormément touchée et parlé. Et en fait, il parle des différentes métamorphoses qui sont arrivées dans sa vie, et qu'il a choisies, pour lesquelles il s'est battu. Et aussi du prix à payer de tous ces changements et de toutes ces métamorphoses. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la façon dont voilà, il explique aussi que c'est difficile de changer, c'est difficile pour notre entourage. Et à plusieurs reprises dans sa vie, il a eu des ruptures avec son entourage, que ce soit sa famille, ses amis, suite à cette envie de changement et de transfuge de classe, comme il dit. Et là, en fait, c'est une lettre un peu sous forme de monologue et de poème. Il imagine que sa meilleure amie d'adolescence, celle qu'il a rencontrée une fois qu'il a été au lycée, lui écrit cette lettre. Et c'est très beau. Et on parle beaucoup des ruptures amoureuses, mais pas souvent des ruptures amicales, ou en tout cas de tout ce que ça peut impliquer. C'est aussi des moments en tout cas de douleur, de changement, de transition. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et ça s'appelle Un monologue d'Héléna, hommage à Jean-Luc Lagarce. Lorsque tu es parti, je me souviens de tout. Il a fallu comprendre. J'ai dû comprendre que je n'étais pas ta vie, mais que je n'avais été qu'un moment de ta vie, et que j'avais eu tort. Est-ce que je suis coupable? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, je ne sais pas, tu aurais pu me le dire. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Tu aurais pu me le dire si j'ai fait ou si j'ai dit quelque chose de mal. Une erreur. J'aurais changé. J'aurais pu changer. On ne peut pas partir comme ça sans laisser à l'autre une chance de s'améliorer. Ce n'est pas juste, tu m'entends? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé ma chance? Non, je n'ai pas fait d'erreur. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses-là, je me laisse avoir ce qu'on dit, je parle, mais je sais, je connais la réponse, et la réponse c'est toi. Ce n'est pas mes erreurs qui t'ont fait partir, mais ton égoïsme. La réponse n'est nulle part en moi. Elle est entièrement à l'extérieur de moi. Il ne faut pas se tromper là-dessus, il ne faut pas se laisser être manipulé. Tu voulais faire ta vie. C'est toi-même qui disais cette phrase quand je te faisais des reproches. C'était ta manière de ne pas répondre. Je dois faire ma vie. Et pour toi, je n'étais qu'une étape. J'aurais dû m'en rendre compte. Je voulais être ton point d'arrivée, et je n'étais que le point de départ. C'est idiot. Je pensais faire ma vie avec toi. On en parlait, on en rêvait. Tu serais professeur d'histoire, et moi journaliste ou artiste. Pas une grande artiste, non, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais rêvé de la gloire. Juste une petite artiste, dans une petite ville de province, avec quelque chose à faire. Une artiste sans public. Mais nous aurions été heureux. J'aurais été heureuse. Pourquoi est-ce que tu es parti? Il me reste des images. Tu marches sous la pluie près de moi. Tu chantes dans le creux de mon oreille, tu chuchotes, tu es là. Est-ce que tu te souviens de la fois où tu arrivais, le visage recouvert de maquillage? C'était au pied de la cathédrale. Tu te trouvais laid, il fallait toujours que je te rassure là-dessus. Et ce jour-là, tu avais décidé de te maquiller à cause de la haine que tu avais pour ton propre visage.
Quand je t'ai vu arriver avec ton visage orange, tu ne savais pas te maquiller, tu ne l'avais jamais fait. J'ai ri. Je ne pouvais pas arrêter mon rire. Tu étais ridiculement orange. Je te regardais et je riais, mais mon rire ne t'a pas blessé. Tu te souviens, tu n'étais pas blessé. Toi qui étais toujours si susceptible et qui te vexais pour rien. Tu as ri avec moi. Je t'ai dit, mais tu es orange. J'ai pris un mouchoir dans ma poche, je l'ai mouillé avec ma salive et j'ai nettoyé ton visage. Je tenais ton visage dans ma main et le mouchoir dans l'autre, tu me laissais faire. Et je t'ai dit, ne te cache pas. Tu es beau, tu n'as pas besoin de te cacher. Ne te cache pas. C'est trop tard maintenant. Toutes ces images disparaîtront. Voilà, c'est un extrait que je trouvais très beau. Et notamment cette idée que des personnes qui nous aiment puissent nous dire ne te cache pas. C'est joli. Quand on aime vraiment les gens, je pense que c'est aussi quelque chose. C'est une belle déclaration d'amour. Alors maintenant, je vais vous lire un poème extrait du recueil de Joël Sambi, Caillasse, qui est sorti il n'y a pas longtemps, aux éditions Les Deux Sœurs, dans la collection de l'Arbre de Diane. Et voilà, donc c'est une poétesse slameuse belge. Et le recueil est vraiment très fort. J'ai pas encore tout lu, mais c'est très très beau. Donc je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, de le découvrir, de l'offrir, voilà, de le lire. C'est un poème qui s'intitule Diabolique. L'amour, c'est le ciel qui irradie nos peaux et brûle les yeux. On est assis près du téléphone à guetter le signal. On pleure pour les passions inconnues, les élans découverts. On porte le regard au loin, devant, derrière, et plus rien ne compte. Et si les choses n'ont que l'importance qu'on leur accorde, après tout, nous sommes téméraires, et le diable n'est qu'un petit joueur. Quand on ose enfin ouvrir ce qui nous reste de cœur, de fantaisie et de folie, quand enfin on explose les derniers remparts, la peur nous tenaille, les questions envahissent nos restes de déraison. Mais on y va quand même. Après tout, nous sommes téméraires, et le diable n'a pas nos cornes. Et pourtant, l'exception est là. Elle tient sous nos yeux. La magie se produit là sans artifice, et rien ne compte plus, comme quand les lèvres se touchent, comme quand les mains se posent sur un sein, un cœur, comme des peaux qui s'effleurent. Des corps qui s'apprivoisent encore, et cette mélodie, ce film sans fin, ce battement qui ne ment pas, et ces larmes qui tracent des passages, et cette envie folle qui te colle à la peau. Les engagements, les infinis, les limites, les promesses, la vitesse et la vie passent. Le temps brûle comme un cierge, les illusions fondent. À mesure que l'effondrement s'opère, l'impossible s'étend, s'ébruite et prend forme. On y pense, on y croit, on le veut, on l'atteint, on le touche, on l'effleure même. On en crève, on en rêve, on le palpe et on l'arrache. Parce que malgré tout, au final, ce qui compte, c'est l'infini des émois qui se perdent dans les prunelles amoureuses. Voilà un petit poème de Joël Sambi. La plupart du ton du recueil est quand même plutôt dur et militant, mais voilà, là c'était un poème plutôt doux et un peu romantique, si je peux me permettre cette expression. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire un petit poème de Jacques Prévert, un petit poème tout droit sorti de l'enfance, adolescence du coup, mais que j'aime bien aussi et qui est très joli. Et on a besoin de joli en ce moment avec cette grisaille qui nous entoure. Donc c'est un poème qui s'intitule Cri du cœur. Ce n'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autres voix, une foule de voix, voix d'aujourd'hui ou d'autrefois. Des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, émerveillées, voix déchirantes et brisées. Voix souriantes et affolées, folles de douleur et de gaieté. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour mort ou vif, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf, c'est la voix d'un oiseau craintif, la voix d'un moineau mort de froid. Sur le pavé de la rue de la Joie, tout simplement la voix d'un piaf. Et toujours quand je chante, cet oiseau-là chante avec moi, toujours encore vivante, sa pauvre voix tremble pour moi. Si je disais tout ce qu'il chante, tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, j'en dirais trop et pas assez, et tout ça je veux l'oublier. D'autres voix chantent un vieux refrain, c'est leur souvenir, c'est plus le mien, je n'ai plus qu'un seul cri du cœur, j'aime pas le malheur, et le malheur me le rend bien. Mais je le connais, il me fait plus peur, il dit qu'on est mariés ensemble. Même si c'est vrai, je n'en crois rien. Sans pitié, j'écrase mes larmes. Je leur fais pas de publicité. Si on tirait le signal d'alarme pour des chagrins particuliers, jamais les trains ne pourraient rouler. Et je regarde le paysage. Si par hasard il est trop laid, j'attends qu'il se refasse une beauté. Et les douaniers du désespoir peuvent bien éventrer mes bagages, me palper et me questionner. Je n'ai jamais rien à déclarer. L'amour comme moi part en voyage. Un jour, je le rencontrerai. À peine j'aurai vu son visage, tout de suite, je le reconnaîtrai.
Voilà, j'espère que cette petite sélection vous a déjà plu. On arrive déjà tout doucement à la fin. Comme je suis toute seule, ça va vite forcément. Je sais que je lis assez vite et que j'enchaîne et je n'ai personne avec qui converser entre les poèmes. Mais je vois quand même vos petits cœurs qui passent et les petits commentaires et ça fait super plaisir. Donc là, en fait, j'avais envie de vous lire un extrait d'une lettre. Il y a ce livre qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, qui s'intitule « Lettres aux jeunes poétesses ». Et donc voilà, c'est un recueil de lettres, en fait, écrit par des poétesses contemporaines et des collectifs aussi, et c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Il y a plein de styles différents. Et j'aimais beaucoup celle de Marina Skalova. Donc je vais lire un extrait parce que c'est une lettre assez longue, mais qui est écrite sous la forme d'un poème. Et donc c'est des conseils que l'on peut donner à toute personne qui a envie d'écrire, toute femme qui a envie d'écrire aujourd'hui et de trouver sa voix, sa place. Tu es une femme et tu es poète. Quoi que tu choisisses, tu tomberas en morceaux et tu devras décupler ta puissance. Accepte de te sentir nue et fragile à chaque fois, de devoir repartir de zéro à chaque fois. Accepte les doutes, terribles parfois. Ils manqueront d'avoir ta peau. Tu ne reculeras pas. L'écriture te viendra en aide. L'écriture est un sport d'autodéfense et un sport de combat. Tu voudras te frotter au réel, comme on érafle son bras contre un mur rugueux. Le texte est semblable à ton corps, il veut se heurter au monde, sentir ses contours se cogner contre ses limites. Tu te demanderas ce que serait une langue juste, une langue à la hauteur du réel. Tu te demanderas ce que peut encore la littérature, à une époque où seules les frontières croissent. Une chose est certaine, la littérature est un lieu où les expériences changent de corps, où les camps changent d'occupants. Je veux dire, sans Chalamov, nous n'aurions pas su le goulag. Lis tout ce que tu peux, nourris-toi de tout, surtout des contradictions, cherche la rupture. L'écriture n'est pas un bain moussant où l'on se prélasse entre amis proches. Nos textes sont des corps, les autrices ont les entrailles, les muscles, les nerfs en partage. Elles les mettent en commun et parfois en pâture. C'est pour cela qu'il est si important que ton corps ne soit jamais nié dans ton écriture. Écris tes viols, tes avortements, tes accouchements, si tu en éprouves le besoin. Ne recule pas à la pensée des hommes qui te liront. Nos corps de femmes seront prolongés par la chair de la lettre. C'est une phrase pompeuse, mais de loin pas autant que l'histoire littéraire avec tous ses mâles nous inondant de leurs fantasmes éjaculatoires. Le corps féminin est le premier objet de représentation. En littérature, en art, en publicité, nous ne l'avons pas choisi. Notre corps est public, nous n'y pouvons rien. Autant le mettre à la disposition des lecteurs. Cela fait peur, bien sûr, mais l'écriture est une chose terrible, terrible et merveilleuse. Sois sincère, écris ce que tu as envie d'écrire. La sincérité seule a de l'importance. Souviens-toi, la seule chose intéressante dans l'écriture, c'est l'écriture. Avec toute la terreur qu'elle t'inflige parfois, une terreur mêlée de grâce. Méfie-toi des moments de grâce. Apprends à apprivoiser la terreur. La crise n'est pas dans l'écriture, elle est dans le corps, en nous, par-devers nous, malgré nous. Les mots ne font que dire, cela est. En écrivant, tu crèveras les silences qu'on t'aura enfilés comme des cagoules, des silences blancs et livides, comme l'asphalte d'une ville biélorusse. Et certaines fois, plus rarement peut-être, tu entendras le calme parfait après les tirs. Celui-là, tu le désireras, tu le convoiteras. La stupéfaction après les déflagrations, ces silences-là, tu les orchestreras. Je ne dis pas que tu tires à balles réelles. Je ne dis pas que l'écriture doit être une arme, mais c'est une possibilité. Tu as du pouvoir, ne le sous-estime pas. Voilà cette petite lettre adressée aux jeunes poétesses. Voilà, alors c'est bientôt déjà la fin de ce petit réveil poétique et j'avais envie de terminer par une petite touche d'enfance. Donc voilà, les fêtes arrivent, l'hiver. On ne sait pas encore exactement comment on va pouvoir partager ces fêtes. J'espère en tout cas qu'on pourra être avec nos proches, pas comme l'année dernière. Et je le souhaite en tout cas pour chacun et chacune et qu'on pourra retrouver un peu de cette joie enfantine que l'on a à l'approche de Noël. Donc c'est un poème de Karl Norak, poète belge aussi, qui a été poète national, et qui s'intitule « Le premier désir ». Vous connaissez cette habitude, ce souvenir de ces premiers rires d'enfant, puis les enfermer dans la main, les garder, telle une mésange captive entre nos doigts, ou une poignée de coccinelle. Notre enfance figure ce caillou, servant au ricochet et qui revient toujours, ce gamin en poche trouée d'où coule, râpeux aux jambes, emballage décoloré par la pluie, sable, coquillage coupant, quelques tickets qui n'ouvrent rien, de faux billets de jeu, et aussi le premier désir. Nous vient alors cette cruauté qui n'est que le revers épineux d'une tendresse un peu lourde,
embourbés de larmes, de cris si menus qu'ils fondent, comme la première friandise dans notre bouche. Nous racontons peu cet âge-là, parce qu'il est encore notre part animale, celui où l'on gravit les murs, où l'on se moque des barbelés, où l'on se met nu en épluchant un fruit, en lorgnant des poissons, en se couvrant de cendres sans songer aux ancêtres. Vous connaissez cette habitude de rebobiner les décennies, d'être frappé au mur de cette enfance, celle qui vient mordre vos rêves si vous la niez au corps des jours. Éveillez-la, essorez-la, épuisez-la, accueillez maintenant, sans urgence à la faire briller, sa douce et rassurante sauvagerie. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce petit réveil un peu particulier du coup, puisque j'étais toute seule. Ça m'a fait super plaisir de voir vos noms apparaître. Pour certains, certaines, je sais que je vous verrai bientôt en vrai, et ça c'est aussi réjouissant. Donc je vous souhaite une magnifique journée, et à bientôt, à dans 15 jours. Au revoir.